Le couple et l'amour, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et plus particulièrement de la longévité du couple. Sachant que quand on se marie, on se dit officiellement oui pour la vie, mais dans la réalité, un couple sur deux divorce, et assez rapidement pour certains. Donc est-ce vraiment possible de faire durer cet amour pour la vie, ou est-ce que c'est peut-être finalement une utopie? Alors, comme tu l'as dit, un couple sur deux en France, hein, mais c'est une Oui. tendance de toute façon en Occident. Je dis, est-ce qu'on peut faire durer cet amour? D'abord, il faut savoir, est-ce qu'on se marie par amour? C'est le point de départ. Et je crois que là, il y a vraiment mal donne. On ne comprend pas bien, en fait, les raisons pour lesquelles on se marie, ou en tout cas, le terme amour, ce qu'il veut dire. Tu veux dire que pour le faire durer, il faudrait déjà qu'il ait commencé, et on part sur de fausses bases. Voilà, c'est-à-dire qu'on emploie ce terme, cet amour. Oui, on aime l'autre. C'est du point de vue de l'ego. Quand l'ego s'exprime, il aime quelque chose ou il n'aime pas quelque chose. C'est comme comparer la physique newtonienne avec la physique quantique. Ça n'a rien à voir. Du point de vue de notre conscience, du point de vue de notre dimension spirituelle, l'amour n'a rien à voir avec l'ego, puisque ça n'a rien à voir. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est pas quelque chose que l'autre nous apporte, c'est en réalité exprimer ce que l'on est. Donc c'est totalement différent. Alors, forcément, quand on est dans cet amour égo, je t'aime parce que tu m'apportes ce que j'attends, sur le plan affectif, psychologique, etc., sexuel, financier, peu importe, alors je t'aime. Mais ça comble, ça satisfait mon ego. C'est de ça qu'il s'agit. Tu parles beaucoup d'ego, Swami, mais en Oui. d'autres termes, on pourrait parler de désir aussi. On recherche à travers l'autre, c'est l'expression du désir en nous, le désir de trouver une partenaire. Et les besoins, que ce soit des besoins physiologiques, donc sexuels, Oui. affectifs, matériels, psychologiques. Tout ça est propre à l'ego. Ce sont nos désirs qui s'expriment, comme tu dis, les besoins et tout, c'est la personnalité. C'est ce personnage auquel on est totalement identifié. Donc on a besoin de satisfaire ses désirs, comme tu disais, biologiques ou d'autres, etc., psychologiques, affectifs, sexuels, etc. Ok. Tout ça est tourné vers notre personne, c'est ce que je veux dire. Alors c'est ça que nous appelons amour. En fait, c'est totalement égocentrique. On aime l'autre pour ce qu'il nous apporte. Alors que l'amour véritable, pourquoi j'ai l'amour véritable? Parce que c'est notre dimension véritable, elle est spirituelle. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ce que nous sommes réellement. Et l'amour n'a rien à voir, c'est tout le contraire. L'amour n'est pas en fonction de ce que l'autre nous donne. L'amour est l'expression de ce que nous sommes. Donc l'amour ne peut que donner à l'autre et n'attend rien de l'autre. C'est pour ça qu'on est dans des choses totalement différentes. Et partant de ce principe, l'amour dont on parle, celui qui est tourné vers notre ego, pour qu'il dure, c'est compliqué. Il y a mal donne au début justement dans le fait qu'on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne voit pas cela, et on ne voit d'autant pas qu'on peut avoir clairement l'impression de tomber amoureuse d'une personne. C'est particulièrement le cas quand tu as un coup de foudre, tu rencontres une personne et tu sais pas pourquoi, mais tu sais que cette personne, tu sais, ça va être l'homme ou la femme de ta vie, ou en tout cas, tu en as l'intuition. Et dans cet instant-là, c'est tellement rapide, tu n'as pas eu le temps de savoir si la personne, elle match, si elle correspond à tes besoins, à tes attentes. C'est quelque chose d'immédiat. Il y a quelque chose qui peut être intuitif, qui peut avoir une réalité aussi karmique, parce que cette rencontre doit se faire et qu'il y a une signification profonde. Donc il y a aussi cette impression, vraiment, à ce moment-là, de toucher à l'amour, en fait. Mais ça nous ramène toujours à nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on a un idéal, même si celui-là est enfoui, il n'est pas clairement perceptible. Et quand on rencontre justement cette personne
qui va révéler cet idéal qui est en nous, alors c'est le coup de foudre, c'est ce qui se passe. Mais en réalité, c'est le coup de foudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vraiment cette personne dont j'ai besoin, que j'aime, que ceci. Mais c'est tourné vers soi, c'est toujours pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. L'amour dont on parle est en rapport avec ce que l'autre nous amène, nous apporte. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors partant de là, dire oui, j'aime cette personne, comme j'aime cette voiture, comme j'aime ce repas, j'aime ceci. Tout ça, c'est tourné vers nous. On n'est pas là pour dire j'aime sans attendre en retour. C'est tout le contraire. J'aime ce que cela m'apporte. Alors, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais il faut comprendre que ce terme-là nous induit en erreur, car il est totalement égocentrique en réalité. C'est en fonction de nos besoins, de nos désirs. Seulement, que se passe-t-il? Ça serait merveilleux si tout cela ne bougeait pas. Enfin, merveilleux, façon de parler. Mais, et l'autre aussi, ça peut coller parce que à ce moment-là, l'autre, bah tiens, c'est exactement la personne que je souhaitais rencontrer et tout, c'est magnifique et c'est pour la vie, etc. Sauf que ces deux personnes qui se rencontrent là maintenant seront déjà plus les mêmes demain. Elles seront encore différentes après-demain, et au fur et à mesure, elles vont changer. Changer physiquement, psychologiquement, les désirs évoluent, etc., etc. Et puis, il faut être aussi vraiment très clair avec cela. C'est en fonction de notre environnement. Tu vas tomber amoureux, tu vas aimer quelqu'un, tu as vécu dans tel pays ou tu as vécu dans ce village, tu vas aimer ça. Si le village s'élargit, s'agrandit, tu vas rencontrer d'autres personnes que tu n'imaginais pas, et là, tu peux te dire, bah tiens, finalement, ça change, ça n'a plus rien à voir, et là, le coup de foudre, il se déplace, quoi. Et là, on fait comment? Comment ça se passe? Donc, en fait, c'est totalement instable, puisque c'est en fonction de nos désirs, et donc ils ne sont pas linéaires. Ils évoluent en fonction de nos besoins. Donc, quand ce mariage repose sur cet amour-là, quand il ne repose pas sur l'amour, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a pour d'autres cultures, ils se marient, mais c'est pour d'autres raisons. Et souvent, ça dure plus longtemps, mais c'est autre chose. Mais quand il s'agit de cette recherche de l'amour, alors évidemment, tout le monde est déçu. C'est pour ça qu'à un moment donné, parce que quand on parle d'un couple sur deux qui divorce, ok, pour les gens qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas mariés, bon, ça va, ça vient, etc. Même chose, mais pour ceux même qui restent ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment. La plupart se supportent pour différentes raisons, etc. Tout ça parce qu'en réalité, ce que l'on aime chez l'autre, aujourd'hui, bah, c'est pas certain qu'on l'aimera demain, et l'autre c'est pareil, etc., etc. Et c'est d'où viennent après les disputes, parce que l'autre ne nous comble plus, ne nous satisfait plus, soit on laisse tomber, soit on va chercher quelqu'un d'autre, etc. Parce que cet amour-là est tourné vers nous. C'est ça le problème, et c'est ce qu'on n'a pas compris au départ. C'est pour ça que ça ne peut pas durer en réalité. Même si on reste, même si les gens restent mariés, alors ça veut dire, tu vois beaucoup de gens, même sans rester mariés, on sent pas que c'est l'amour qui règne sur d'eux, qui exprime ça. C'est ça qu'il faut dire. En fait, tu exprimes vraiment cet amour quand cela n'a plus rien à voir avec l'autre. Et il faut révéler sa nature. Sa véritable nature qui est amour. À partir de ce moment-là, alors oui, ça ne pose plus de problème, ça mais dans ce cas, est dur. Si cela n'a plus rien à voir avec l'autre, ça remet en question fondamentalement la notion de couple. Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, si on comprend cela au départ, alors on peut se dire, on commence par ça et on va tâcher d'évoluer. C'est-à-dire que l'amour commence là où le désir s'arrête. Alors au départ, c'est le désir. On ne va pas le refouler, on ne va pas le nier. On partir du principe que je suis attiré par cette personne pour ce qu'elle m'apporte. Et réciproquement. Mais on peut comprendre aussi que tout ça ne durera pas. Alors si on veut que cela dure, et on veut surtout passer de ce désir qui est égocentrique
au véritable amour, alors il va falloir se mettre en chemin, il va falloir faire autrement. Il ne va pas falloir rester là-dessus, sinon ça ne marchera pas. Et donc ça peut nous permettre une véritable transformation à condition qu'on comprenne le mécanisme, qu'au départ, on ne se marie pas par amour avec un grand A. Parce que l'amour avec un grand A n'attend rien de l'autre. Je t'aime pas parce que tu me combles, je t'aime parce que je suis amour, parce que c'est ma nature d'aimer. Alors comme tu disais, dans ce cas-là, pourquoi se rencontrer? Parce que là, on peut sentir que on doit faire ce chemin ensemble. Ou soit on ne l'a pas encore vécu, mais on a compris et l'un et l'autre veulent le vivre, alors on va tâcher de faire évoluer ce désir qu'on a de l'un de l'autre en amour pour l'autre. C'est ça en fait. C'est ça. Et là, ça devient quelque chose de très beau, mais il faut être très lucide. Mais personne ne parle de cela. On n'est pas là-dedans. Donc quand ça marche plus, on s'invective. C'est pour ça que dans cette relation d'amour, entre guillemets, on passe de l'amour à l'aversion, voire à la détestation, voire à la haine. Il y a le contraire. Mais dans l'amour véritable, il n'y a pas de contraire. Ça n'existe pas. On ne peut pas détester, ça n'existe pas. Alors c'est un chemin qu'il faut parcourir. C'est pour ça qu'on voit autant de couples qui se déchirent, alors qu'ils se sont aimés, ont fait des enfants, enfin aimés. Voilà, ils ont aimé l'autre pour ce qu'il nous apportait, mais c'est pas ça l'amour. En même temps, il faut être prêt à entendre cela, parce que entendre que passer à l'amour, ça veut dire que on n'a plus besoin de l'autre ou l'autre n'a plus besoin de soi. C'est très dérangeant. Oui, c'est dérangeant. C'est très dérangeant parce que même si c'est sur le plan des sentiments, dire que l'autre n'a absolument pas besoin de soi, ou qu'on n'aurait plus besoin de l'autre, on a une impression de vide, d'annihilation, c'est terrible. De la relation. Qui donne toute cette saveur à la vie, quoi, de ressentir quelque chose pour l'autre, pour les autres. Alors, tu as dit beaucoup de choses qui sont importantes là, quand tu parlais de toute cette saveur à la vie. Ça, c'est ce qu'éprouve l'ego, cette saveur-là. Ça, c'est l'ego. Hein. Il aime le piment, le sel, des trucs comme ça. C'est l'ego. Ça ne veut pas dire que si on enlève ça, il n'y a pas une saveur qui est plus délicate, qui est plus subtile, qui existe. Mais ça, c'est la pire des choses pour l'ego, parce que l'ego a besoin de cela, de cette reconnaissance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans ce jeu de séduction. Oui. Et donc, on apprend d'ailleurs, surtout aux femmes, très tôt à séduire. Et donc, la chose la pire pour les personnes, c'est de passer inaperçu. Donc, plaire, c'est quelque chose qui flatte notre ego, et de sentir que quelqu'un est amoureux de nous, a besoin de nous. C'est notre ego, mais c'est ce qu'il recherche. Et puis, c'est une mesure préventive pour les femmes, parce que plus on séduit, plus on prévient le fait que l'homme aille voir ailleurs. Donc, si on perd cet attrait de séduction, voilà. En même temps, c'est un faux truc, parce que chacune fait pareil, tu vois, tout le monde fait cela. On est dans ce jeu-là, et en même temps, et c'est important ce que tu dis, parce que c'est une grande cause de conflit entre les femmes, et qui remonte à des milliers d'années, en fait. C'est une question de survie, c'est-à-dire cette jalousie, cette rivalité. Elle est inscrite un peu comme dans les gènes en réalité, parce que à une époque, si la femme n'avait pas l'homme dans le foyer, elle ne pouvait pas survivre. Donc l'homme était vraiment important pour cette survie. Aujourd'hui, on est passé une autre époque. Et il y a beaucoup de femmes pour survivre et s'embarrassent de l'homme, parce que sinon, elles ne peuvent pas, au sens propre comme au figuré. Hein. Il y en a, c'est des mesures de survie. Mais à l'époque, tu n'as pas le choix. Donc, ce truc, beaucoup de femmes ne le savent pas, qu'en réalité, et c'est pour ça qu'il y a même des relations ambiguës entre mère, fille, etc., parce que c'est inscrit en nous cette... Quand je dis en nous, je dis en nous les femmes, je peux me placer du côté féminin aussi, et je le comprends bien, cette notion de rivalité.
et la femme, qui fait qu'il y a cette espèce de méfiance qui est permanente et qui se retrouve, les histoires avec la belle-mère, enfin, tu vois, toutes ces choses, ça vient de là en réalité. Donc, c'est très important de comprendre ces mécanismes. Oui. Comprendre ces mécanismes, et cette séduction, justement, va reposer sur un attrait que l'autre aura pour nous. Et si on rentre dans ce jeu de séduction, en même temps, c'est un piège, parce qu'un jour, quelqu'un d'autre va séduire notre J'ai parlé de ça parce que ça m'a rappelé une petite anecdote avec une collaboratrice, dans un pays extrêmement pauvre, à Madagascar, une collaboratrice qui venait tous les jours très soignée, très habillée. Et un jour, on lui a fait la remarque: mais tu es très élégante tous les jours. Elle me dit: oui, c'est pour garder mon mari. Oui. Donc, c'est pour ça. Oui, ce qui est terrible. Maintenant, il y a une vraie prise de conscience, et puis il y a une réalité quotidienne aussi que vivent beaucoup de femmes, et j'entends aussi de plus en plus beaucoup de femmes qui disent que c'est plus simple d'élever leurs enfants et de s'occuper du foyer sans le mari, parce qu'elles ont peut-être au moins une personne à charge en moins dans cette répartition des rôles. Et donc la société évolue, la mentalité évolue, mais ça soulève de vraies questions sur la relation entre les hommes et les femmes, la relation de séduction qui est mutuelle aussi, ce fait d'avoir d'être le plus fort, d'avoir la plus belle voiture, d'être le plus d'argent. C'est pareil, du côté des hommes, on est dans ces phénomènes de séduction. Ce que tu as dit est très important, parce que là, tu as mis ce contexte qui existe, même en France, mais qui existe encore plus dans d'autres pays, comme à Madagascar. Ça montre bien qu'en réalité, la priorité, c'est justement, parce que c'est une question de survie, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de rivalité, on se méfie quand même des autres, parce que le mari, c'est pas simplement... en fait, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de survie. On a besoin de lui, etc. C'est un besoin de sécurité. Ah ben bien sûr, sur un plan économique. Donc il y a tous ces aspects-là, et c'est pour ça aussi que ce besoin étant moins fort en France, il existe toujours, mais les femmes travaillant et en plus d'autonomie, on a vu les taux de divorce exploser. En 60 ans, ça a changé complètement la donne. Parce que ça montre bien que la notion économique était extrêmement importante dans le fait du mariage qui reste stable. Mais l'amour dans tout ça dont on parlait, on en est loin, quoi. Alors, c'est soit on est sur d'autres raisons qui font qu'on se marie, ou soit on pense qu'on se marie par amour, mais c'est parce que l'autre nous plaît, mais c'est tourné vers nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est pas une critique en soi, c'est pas de dire que c'est mauvais, mais ça n'a rien à voir avec l'amour véritable. Et si on veut faire l'expérience de cet amour véritable, alors il faut avoir le courage de se mettre en chemin. Mais en même temps, c'est pas ce que l'on croit, parce qu'au premier degré, c'est vrai que ça nous plaît quand l'autre nous dit « j'ai besoin de toi, qu'est-ce que je ferais sans toi, ma vie n'aurait plus aucun sens sans toi, etc. » Oui, ça plaît à notre ego, en réalité. Mais c'est bien ça le piège. C'est que ça, c'est le début de tous les problèmes. Après, les choses évoluent, on sent que ce besoin il est différent, il est moins présent, après les reproches, les critiques, et puis après ça finit par la détestation. Hein, les couples fusionnels, après, c'est une fusion, mais atomique, quoi. C'est autre chose. Donc, tout ça n'est pas l'amour véritable. Alors, maintenant, on pourrait se dire, l'ego, il préfère ça que l'amour. Parce que pour que l'amour véritable se révèle, il faut que l'ego disparaisse. Mais qu'est-ce que l'amour véritable? En réalité, c'est de réaliser que on ne peut pas aimer, que quand on parle d'aimer l'autre, c'est toujours pour satisfaire quelque chose en nous. Donc c'est égoïste. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que cet amour, je peux simplement le tourner vers l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est ça l'amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel, il est véritablement quand on arrive à se libérer de notre ego. Avant, ça l'est pas véritablement. On a des expériences un petit peu comme la mère vis-à-vis de l'enfant, mais c'est pas totalement non plus cet amour-là parce que c'est mon enfant. Hein, c'est une extension de moi.
Je l'aime parce que c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est un peu moi en réalité. Oui. Donc on est toujours dans ce côté-là. Ça se rapproche à nous, ça se ramène à nous, etc. Mais aimer de cette façon un enfant, par exemple, qui n'a rien à voir avec nous, et pas parce qu'on l'aurait adopté, parce qu'on n'a pas pu avoir d'enfant jeune. Non, aimer tous les enfants de la même façon que les nôtres, par exemple, là, ça nous amène à autre chose. Voilà, mais faire ce chemin est un chemin extraordinaire, c'est le chemin que l'on doit faire, parce que c'est là qu'on va découvrir le véritable amour. Et contrairement à ce qu'on pense, ce que notre ego nous fait croire, ce n'est que quand on n'a plus besoin de l'autre qu'on peut l'aimer. Le besoin est tourné vers nous. Tant que le besoin prédomine, et ce besoin, il est tourné vers nous. L'amour est tourné vers l'autre. Et quand on est vraiment dans cet amour, alors non seulement mais ça nous remplit d'une façon extraordinaire. Mais comme on a l'habitude, nous, d'être satisfait par ce que l'on reçoit et pas par ce que l'on donne, ça, notre ego, ça lui apporte rien, à moins qu'il va le montrer devant tout le monde. J'ai donné ceci, j'ai fait cela, j'ai fait acte de générosité. Voilà, histoire de gonfler un petit peu cet ego, mais il ne le fait pas. Il va pas le faire dans la discrétion, il va pas le faire en totale humilité, etc. C'est beaucoup plus rare. Et on se rend compte qu'on est dans l'amour inconditionnel quand on n'a pas de reproche à faire à l'autre, quels que soient ses choix. Mais combien de personnes disent après, ouais, j'ai fait tout cela, j'ai donné, et qu'on lui regrette, parce qu'elles ont été confrontées à l'ingratitude. C'est parce que c'est pas encore l'amour. Quand on est vraiment dans cet amour véritable, il n'y a pas de regret. Et comment peut-on regretter puisqu'on ne peut pas faire autrement ? Est-ce que tu vas demander au soleil de regretter d'envoyer sa lumière? C'est sa nature et il ne peut pas faire autrement. Et il se porte bien ainsi. C'est comme ça qu'il est heureux. Donc, quand on arrive à ce cap, tenez de l'amour, ça fait du bien aux autres. Mais c'est une grâce divine pour celui qui parvient à vivre cela. Et là, on réalise quelque chose d'extraordinaire, c'est que justement, c'est quand on n'a plus besoin de l'autre, quand on n'a plus dans cette attente, c'est là qu'on peut vraiment l'aimer, c'est là qu'on peut vraiment donner tout cet amour. Alors pour que ça puisse être vécu au sein d'un couple, il faut que le chemin soit fait quand même ensemble, parce que sinon cela crée de l'incompréhension. Même si l'un des deux s'ouvre à cet amour inconditionnel et sort du besoin, l'autre peut le percevoir aussi comme un désintérêt pour soi, une ouverture aussi aux autres, potentiellement une perte de cette sécurité qu'offre le couple, une sécurité un peu illusoire, mais tout de même qui donne l'impression, qui est un peu rassurante. Donc pour le vivre dans le couple, il faut d'abord qu'il y ait au moins une personne, mais est-ce que c'est suffisant qu'une personne? Est-ce que c'est pas un cheminement qui doit se faire nécessairement ensemble pour se comprendre et pour avancer ensemble dans cette même direction? Oui, c'est le plus délicat. Le plus délicat, surtout si on est élevé dans ce contexte, si c'est notre culture, si on le comprend l'un et l'autre, ou alors dès le départ, on a vraiment compris cela, que ça soit clair. Mais bien souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est que on se marie dans cette croyance qu'on s'aime, machin, etc. Et puis, il y en a un qui, à un moment donné, fait un cheminement, on commence à comprendre, va évoluer autrement. Et là, effectivement, ça pose problème si on n'arrive pas à se comprendre. Parce que l'autre peut rester ancré sur non, moi ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est que tu t'occupes de moi, c'est que tu aies besoin de moi, etc. C'est ça. Et sentir que l'autre évolue d'une façon différente. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand tu t'ouvres vraiment à cet amour véritable, bah, tu vas pas le limiter. C'est ça. À quelques personnes. Tu vas sentir cet amour. Et ça, ben, le conjoint peut ne pas le supporter. De sentir que l'autre peut exprimer. Et quand je parle d'amour, c'est pas rien à voir avec la sexualité. Je parle vraiment de cet amour. Et là, oui, c'est problématique. Donc,
C'est pour ça qu'il vaut mieux être clair dès le départ, essayer de, quand on peut l'être, de savoir. Voilà. Mais si on le disait le plus tôt possible, si on prévenait les personnes, si on avait cette éducation, alors au moins on pourrait comprendre. Ça éviterait aussi beaucoup de souffrance. Bien sûr, comme tu te rappelles, quand j'ai eu l'occasion justement voilà, on m'a demandé de bénir cette relation de couple, ce mariage, et c'est un mariage spirituel. Donc j'ai expliqué à l'un comme à l'autre ce qui en était. J'ai pu les aider dans cette démarche, les éclairer, de leur dire, voilà d'où vous partez. Ça, c'est le point de départ, mais c'est pas le point d'arrivée. Et si vous avancez pas vers plus, je dirais, vers cet amour véritable. Alors, comment on avance concrètement? Parce qu'après, concrètement, eh ben, il faut s'intéresser plus à ce que l'on donne qu'à ce que l'on reçoit. C'est ça. C'est ça, la clé. C'est s'intéresser à ce que l'on donne parce qu'on le reçoit. Voilà. Il faut se désintéresser de cela. Et plus on fait ainsi, alors évidemment, ça contrarie l'ego. Parce que l'ego a besoin, j'ai donné ceci, qu'est-ce que j'ai en retour? On a tellement l'habitude. Eh bien, le retour, il viendra. Mais dans un premier temps, c'est de la frustration parce qu'on ne nourrit pas cet ego. Et puis, à un moment donné, on finit par découvrir que le trésor des trésors se trouve dans le don, dans ce que l'on donne et pas dans ce que l'on reçoit. Mais il faut faire ce chemin. Et là, ça devient magnifique. Alors évidemment, c'est très beau quand on peut le faire ensemble. Et c'est la seule façon pour que le couple puisse durer véritablement. Et pas durer coûte que coûte. Non, c'est grandir, évoluer pour passer de cet amour besoin égoïste à cet amour véritable. Et ça, oui. Donc c'est une possibilité. C'est ça. C'est vrai, puisque on demande est-ce que cela existe, est-ce que cela est possible? Oui, mais pas tel qu'on démarre cette relation, Oui. et pas tel que l'on conçoit l'amour, qui est tourné vers soi, qui est l'amour besoin, qui est l'amour de l'ego en réalité. C'est l'amour de l'ego. En fait, c'est une belle perspective parce qu'à partir du moment où on parvient à franchir ce cap, on entre dans une autre dimension de l'amour. Et finalement, quelle plus belle preuve d'amour pourrait-on donner à l'autre que de lui offrir sa liberté aussi, de l'aimer quoi qu'il en soit, quoi qu'il ou elle fasse. Il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est une magnifique preuve d'amour aussi. Il n'y a pas d'amour sans liberté. L'amour, c'est la liberté. Sinon, il n'y a pas. Alors la liberté, ça veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas enfermer l'amour. Si on veut le canaliser, le verrouiller, ce n'est pas de l'amour. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors oui, en grandissant ensemble, quand on grandit ensemble en amour, alors on sent l'un et l'autre que cet amour, il faut le partager, qu'il faut l'ouvrir, qu'il faut le donner. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et au contraire, l'un et l'autre ont à cœur de donner cet amour. Et vont le faire. Ils ne sont pas dans l'attente que le partenaire le comble, etc. Et ils ne seront plus dans les reproches, dans la critique, dans les rancœurs, dans la jalousie. Tout cela disparaît, définitivement. Donc c'est extraordinaire, mais il faut avoir le courage de faire cette démarche. Et en même temps, si on est lucide, à quoi ça sert sinon de de marier, si ce n'est pour des raisons économiques ou autre chose? Mais il faut sortir de cet angélisme de croire qu'on s'aime. Voilà, c'est de l'amour, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de notre ego. C'est possible de s'aimer pour la vie et même au-delà, mais d'une autre façon, celle que tu viens d'expliquer, de décrire. Et ça, c'est une toute autre perspective. C'est ça. Parce qu'en même temps, c'est aussi une voie de libération de toutes les souffrances inévitablement auxquelles on est confronté dans un cheminement ordinaire, dans un contexte ordinaire. Bien sûr, tu sais, pour donner une image, le bébé, quand il arrive, c'est une question de survie, il est dans une souffrance terrible, il est dans une dépendance totale, et sans sa mère, il est mort.
Donc, il n'a pas d'autre choix, entre guillemets, je dirais, que de l'aimer. Mais en fait, c'est pas la question. Il a besoin, c'est le pur besoin. On est là, il a besoin, etc. Alors, ce besoin peut montrer le côté affection, le côté ceci, etc. Mais c'est le besoin qui prédomine. Là, on va voir l'amour. C'est quand, je dirais, l'enfant sera plus grand, sera indépendant, et comment il va se comporter. Parce que là, il n'a plus besoin. Oui. Et s'il a autant, voire plus d'attention vis-à-vis, justement, de ses parents, dont il n'a pas besoin, mais qu'il aura beaucoup d'attention, d'affection, d'amour, etc., alors, oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Donc ça donne une idée un peu, c'est quand tu n'as plus besoin de l'autre que tu peux te rendre compte si vraiment cet amour, tu vas pouvoir l'exprimer. Et c'est vrai que si on reçoit aussi de l'amour dans notre enfance, tout, etc., c'est quelque chose qui est quand même impactant. Mais même si on n'a pas reçu cet amour, comme je le dis souvent, c'est notre nature. Donc quoi qu'il en soit, on peut donner tout l'amour qu'on n'a jamais reçu, parce que nous sommes amour. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Alors ça peut être la voie de l'amour, le couple, mais il faut faut être clair, il faut savoir qu'au départ, c'est une approche qui est tournée vers soi, et bien il faut commencer par cela, pour ensuite nous tourner vers l'autre, puis les autres, et à ce moment-là, alors on va pouvoir faire durer ce couple toute la vie, mais même au-delà de notre vie sur Terre, parce que là, on va rentrer dans une dimension spirituelle et on va comprendre que nos âmes ne se séparent jamais et qu'il n'existe qu'un cœur et qu'une conscience.